Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Il est l'un des chanteurs les plus populaires aujourd'hui en France. Vainqueur de The Voice sur TF1 en 2016, il a terminé 4e de l'Eurovision 2024 et le 1er novembre, il a été sacré artiste francophone de l'année aux Energy Music Awards. Slimane, 35 ans, fait l'objet d'une plainte pour harcèlement sexuel, plainte déposée le 28 octobre par un technicien qui travaillait sur sa tournée. C'est le Parisien qui a révélé l'information. Dans Code Source, aujourd'hui, on rappelle qui est Slimane, on explique de quoi il est accusé précisément et pourquoi la plainte a été déposée environ 10 mois après les faits allégués. Récit de 3 journalistes du service culture du Parisien, Éric Bureau, Benoît d'Aragon et Emmanuel Marolles qui dirigent ce service. On va tout de suite dire de quoi Slimane est accusé précisément. Éric Bureau, d'après le récit du plaignant, les faits remontent à décembre 2023. Pendant la nuit du 17 au 18 décembre, le plaignant est un technicien salarié d'une entreprise sous-traitante et il affirme que ce soir-là, après un concert à Saint-Étienne, le chanteur l'a plaqué contre un mur. C'est la 6e date du Cupidon Tour, la tournée solo de Slimane. Ils vont faire une pause avant les fêtes de Noël et ils décident ce soir-là, après le concert, de faire une petite fête en coulisses au Zénith de Saint-Étienne. Il est autour de 1h du matin, le démontage de la scène a été fait et 2 techniciens de la tournée se joignent à la petite fête qui a déjà commencé. Et ce technicien se retrouve à un moment avec Slimane. Slimane le plaque contre le mur, lui passe la main derrière le dos et lui glisse dans l'oreille des propos sexuels. Enfin, il a envie de lui et il lui fait savoir. Le technicien le repousse, Slimane insiste et l'entraîne dans sa loge. Le technicien lui explique qu'il est hétérosexuel, qu'il est marié et donc que ça l'intéresse pas et qu'ils sont dans une relation professionnelle en plus sur toute la tournée, donc ce n'est vraiment pas possible. Mais Slimane est dans un état second et insiste beaucoup. Le technicien sort de la loge, s'échappe un peu du Zénith et il retourne dans le tourbus. C'est le bus qui réunit à la fois les artistes et les techniciens sur les tournées qui leur permet d'aller d'une date à une autre. Donc le technicien revient dans le tourbus et il se trouve que Slimane dort dans le même tourbus. Il y a d'autres membres de la tournée dans le tourbus. L'histoire ne s'arrête pas là. Le technicien reçoit de nombreux messages envoyés par Slimane. Oui, parce qu'un tourbus, en fait, c'est un mélange de couchettes et d'endroits conviviaux où tout le monde prend son repas ensemble, le café, etc. Et Slimane retourne dans sa couchette et il lui envoie de son lit donc des vidéos à caractère sexuel où il montre ses fesses, où il mime un acte sexuel en se frottant sur son lit. C'est des messages vidéo à visionnage unique. Sauf qu'au bout d'un moment, le technicien ne les ouvre pas. Il a vu quel était le caractère des messages, donc il les garde. Et le lendemain matin, quand il va revenir chez lui, il va les ouvrir avec sa femme. Et c'est comme ça qu'il réussit à faire des captures de ces vidéos. Slimane a toujours été discret sur sa vie privée. On sait qu'il a une fille, il en a parlé à plusieurs reprises. Emmanuel Marolles, il a aussi déjà fait l'objet d'insultes homophobes sur les réseaux sociaux et il a répondu par une chanson sortie en novembre 2017. Oui, c'est une chanson qui s'appelle « Viens, on s'aime ». Le texte dit assez clairement qu'il faut essayer d'oublier tout ce qu'on peut dire sur lui en tant que nouvel artiste qui est en train de devenir populaire. À travers des interviews, il a dit effectivement qu'il avait fait l'objet d'insultes racistes, d'insultes homophobes, qu'on l'avait traité de PD et que parfois il répondait lui directement sur les réseaux sociaux et il avait notamment dit à quelqu'un qui l'agressait comme ça sur les réseaux « Qui que je sois, je suis heureux de ne pas être vous ». Je pense que moi j'ai pas honte de le dire, si vous voulez quoi, on m'a traité d'arabe, PD et de je sais plus quoi. Mais pourquoi tu réponds aux cons ? Parce que des gens n'ont jamais répondu à certains cons qu'on a vécu les pires misères de la Terre et je veux pas faire partie de ceux qui se taisent. Dans cet épisode de Code Source, on va raconter pourquoi l'accusation de harcèlement sexuel dont il fait l'objet a autant fait parler. La plainte a été révélée donc par le Parisien. Et pour bien comprendre, on va d'abord rappeler qui est Slimane. Emmanuel Marolles, qu'est-ce que l'on sait de son enfance ?
Il s'appelle donc Slimane Nebchi. Il est issu d'une famille d'origine algérienne. Il est né à Chelles, en Seine-et-Marne, le 13 octobre 1989. Il a 2 sœurs et un frère. Sa mère s'appelle Zaya. Elle a été vendeuse. Et puis après, elle a arrêté de travailler déjà pour s'occuper de ses enfants. Et puis elle a eu des problèmes de santé, de diabète, qui ont entraîné des problèmes de cécité. Elle perd la vue au fil du temps. C'est Slimane qui l'a raconté publiquement. Et puis son père, Djin Ali, lui, est commerçant dans un magasin de vêtements. Slimane a donc grandi dans cette famille assez unie en région parisienne, mais avec quelques soucis personnels. Il avait vraiment des problèmes de surpoids. Il a pesé jusqu'à 130 kilos quand il était adolescent, et il dit lui-même qu'il a fallu un moment qu'il perde les rondeurs de l'enfance et donc ce mal-être lié à l'adolescence qu'il a essayé de résoudre au fil du temps. Comment est-ce qu'il a débuté dans la chanson, en résumé ? En fait, il a une révélation. À 12 ans, il regarde une émission qui était très très populaire à l'époque, qui s'appelait Graines de Star, qui était diffusée sur M6, et il voit un gamin chanter, et il dit à ses parents « Moi j'ai envie de faire ça ». Et ses parents sont un petit peu surpris, et tout de suite il leur chante une chanson de Jean-Jacques Goldman, avec une voix qui était ce qu'elle était à l'époque. Et sa mère est très très séduite tout de suite, et elle se dit oui, allons-y, essayons de te soutenir dans ce projet-là. Et elle l'inscrit dans une chorale gospel. Et quand il est devenu adulte, il a commencé à faire des auditions. Il a postulé pour Nouvelle Star, il a postulé pour Pop Star. Il a été recalé à chaque fois. Et puis il faisait parallèlement des piano-bars, des concerts parfois devant personne, des choses assez ingrates quand on est un jeune artiste. Il dit lui-même « Je viens d'une école où l'on chante devant 3 personnes à 2h du matin ». Éric Bureau, entre janvier et mai 2016, Slimane participe à la grande émission de télécrochet de TF1, The Voice. Les jours passent mais ça ne compte pas, j'ai tant de mal à vivre. Il fait une reprise de Vita, une chanson qui s'appelle « La fleur de toi ». Il a son bonnet vissé sur le crâne, il est hyper charismatique, il a une voix écorchée qui plaît tout de suite. Elle a ramassé tes pots cassés. Sa prestation est tellement sensible et intense que les 4 coachs de l'émission se retourne, c'est-à-dire que Slimane a le droit de choisir entre les 4 coachs lequel va le garder pour l'aventure et l'amener peut-être jusqu'au bout. Et donc c'est Florent Pagny. Effectivement, ces 2 chanteurs à voix et sensibles, et donc ils vont très bien s'entendre. Le gagnant de la saison 5 de The Voice est Slimane. L'équipe de Florent Pagny, Slimane. Sacré, plus belle voix de France. Slimane va gagner cette 5e saison et enregistrer très très vite son premier album. En août 2019, Slimane signe un album de duo avec la chanteuse Vita. Oui, en fait, ils se sont rencontrés sur le plateau de The Voice Belgique, où ils étaient coachs tous les deux. Slimane, c'était d'ailleurs le premier gagnant de The Voice, coach dans un The Voice à l'étranger. Et Vita faisait aussi partie du jury. Ils ont fait un duo ensemble, un duo a priori au départ sans lendemain, qui s'appelait « Je te le donne ». Et puis on leur a soufflé l'idée peut-être d'aller plus loin qu'une seule chanson et éventuellement d'essayer de faire un album ensemble, sachant qu'ils avaient à ce moment-là, et ils ont toujours le même management, donc voilà, il y avait quelque chose qui était assez simple à mettre en place. Et puis ça a fonctionné. En fait, ils racontent tous les deux que ça a été un vrai ping-pong en studio en termes de composition, d'écriture, que leurs voix se mariaient très très bien. Et puis ça arrivait au bon moment pour chacun. Slimane avait déjà sorti 2 albums. Il commençait à moins bénéficier de l'effet The Voice. Et puis Vita avait besoin de se relancer artistiquement. Et à l'arrivée, ça a été bingo. Ça a été un carton monumental. Oui, c'est écrit, c'était dit. Oui, c'est la vie. C'est un disque qui a collectionné les tubes et qui s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires à l'arrivée. À ce moment-là, Slimane vient d'intégrer Les Enfoirés, la troupe d'artistes français dont les recettes des spectacles vont au Restaurant du Cœur. On peut dire que Slimane est devenu l'une des plus grandes stars de la chanson en France ? Oui, parce qu'il fait aussi partie d'une nouvelle génération qui devient de plus en plus populaire et qui, quelque part, commence à dominer l'ancienne quasiment. Donc, on voit des Louane, des Kenji Girac, des Vianney arriver et qui incarnent cette nouvelle variété qui plaît un peu de 7 à 77 ans, quelque part. Donc, c'est pas très, très étonnant de le voir arriver dans la troupe des Enfoirés qui adoube en quelque sorte chaque année un nouveau phénomène musical populaire.
À la fin de l'année 2023, Slimane se lance dans une tournée d'une 50aine de zéniths en France, tournée baptisée Cupidon Tour. À quoi ça ressemble ? Mais on est à la fois dans l'émotion et dans le spectaculaire. Il y a beaucoup d'émotions parce que Slimane a la larme assez facile et puis il raconte aussi son parcours, il raconte les années de galère et puis le moment où ça commence à marcher pour lui. Donc c'est beaucoup d'émotions de voir ces immenses salles un peu partout en France remplies avec les gens qui chantent ces chansons, etc. Et puis, il y a aussi le côté très très spectaculaire parce que c'est un énorme show. Il arrive avec des grandes ailes en aluminium derrière le dos. Et puis à la fin du spectacle, il s'envole carrément, accroché à des filins et il est suspendu au-dessus du public, un petit peu comme ce que fait la chanteuse américaine Pink à chaque tournée où c'est un rendez-vous incontournable de ces shows. Là, Slimane fait la même chose et bluffe tout le monde parce qu'on n'attend pas vraiment ça de lui. Benoît d'Aragon, au mois de janvier 2024, vous entendez parler d'accusations concernant Slimane. Oui, avec mes petits camarades du service culture, on entend des sources dans l'univers de la musique qui nous expliquent qu'il s'est passé quelque chose sur cette fameuse tournée de Slimane, qu'il y a eu un incident. Donc c'est évidemment des choses qu'on ne peut pas sortir comme ça mérite d'être éclairci, d'en savoir plus. Donc on crée un petit groupe WhatsApp au sein de la rédaction pour essayer de rassembler les informations qu'on attrape à droite à gauche. Et on va, après quelques mois de travail, on va identifier la personne qui aurait été victime. À l'époque, on parle au conditionnel, on n'en sait rien. Pour l'instant, c'est des rumeurs. Mais on arrive à identifier la personne qui aurait eu des soucis avec Slimane sur la tournée. On rentre en contact avec lui, en tout cas par quelqu'un de son entourage, et on comprend très vite que cet homme ne souhaite pas porter plainte et ne souhaite pas non plus communiquer ni témoigner de ce qui lui est arrivé. Alors, dans ces cas-là, c'est quasiment impossible de sortir la moindre information parce qu'on est tenu à avoir des infos vérifiées, certifiées, et ce genre d'affaire ne peut pas être sorti si on n'a pas une plainte ou un témoignage. On apprendra plus tard que TF1 a pu ou aurait dû être informé de ces accusations dès ce moment-là. Le technicien en question, il travaille pour une entreprise qui, après ces accusations, a décidé de se retirer du Cupidon Tour. Et donc, ils ont informé Play2Live. Play2Live, c'est une filiale de TF1 qui organise des concerts. Et donc, il y a des échanges de courriers entre Play2 et cette entreprise. Donc, ils ont écrit noir sur blanc qu'il y avait eu des problèmes de harcèlement. Et Play2 dit avoir parlé de ça avec l'artiste et son entourage. Ce qui veut dire qu'il y avait des dirigeants dans le groupe TF1 qui étaient au courant de cette affaire. Après, est-ce qu'ils ont informé leurs homologues qui travaillent sur les programmes de la chaîne TF1 ? On ne sait pas. Et donc à ce moment-là, pour être clair, pour le Parisien, il n'est pas question de sortir cette information parce qu'elle n'est pas assez consolidée, c'est ça ? Elle est trop fragile, elle n'est pas assez précise pour qu'on puisse sortir un article. Tout l'entourage de Slimane fait bloc et ne souhaite pas en parler. Il souhaite d'autant moins en parler qu'on est à quelques semaines, quelques mois de l'Eurovision où Slimane va représenter la France. Emmanuel Marolle, à cette période, dans le milieu de la musique, tout le monde est au courant de cette affaire. Oui, c'est un secret de polichinelle en fait. Très très régulièrement, quand on va dans des concerts, quand on va dans des after-shows qui suivent les concerts en coulisses, on nous parle de cette affaire. Quand est-ce que vous sortez l'affaire Slimane ? Tout le monde est au courant. Pourquoi vous ne la sortez pas ? Et en fait, là, c'est un point journalistique qu'on soulève. C'est-à-dire que c'est bien gentil de savoir ou d'estimer qu'on croit savoir qu'il s'est passé quelque chose, etc. Mais nous, il nous faut des faits, il nous faut des témoignages, il nous faut des gens qui ont assisté à un événement et qui nous le racontent, ou bien une plainte, justement. Donc, pour nous, c'était impossible de le sortir. Et parfois, le monde de la musique comprenait difficilement qu'aucun média, à commencer par nous, le sorte. Et on s'est allé même plus loin, c'est que moi j'entendais parfois de la bouche de certains producteurs, managers, etc. Mais il y a des pressions contre le Parisien pour que vous ne sortiez pas cette affaire. Et c'est vrai ? Pas du tout. Là, pour l'instant, on n'avait que des on-dit et on n'avait pas pu en discuter avec la personne directement concernée. Benoît d'Aragon, au mois de mai 2024, vous allez en Suède, à Malmö, couvrir l'Eurovision. Slimane a donc été choisi par France Télévisions pour représenter la France avec sa chanson « Mon amour ». Et vous parlez de ces soupçons de harcèlement sexuel qui pèsent sur Slimane avec la présidente de la délégation française qui travaille à France Télévisions. Oui, en fait, j'essaye de suivre Slimane pendant toute sa préparation à l'Eurovision. C'est toujours long, une préparation à l'Eurovision. Donc, je croise la délégation à plusieurs reprises, notamment à Londres, dans des concerts pour se préparer. Et en fait, Slimane ne veut pas parler aux Parisiens. De toute façon, il ne veut parler à aucun média. Donc, ce qui est assez étonnant, parce qu'en général, pour l'Eurovision, on a besoin de parler à la presse comme une élection. Donc, c'est une campagne. Et j'essaie de comprendre
à la fois pourquoi Slimane ne veut pas nous parler, ça je l'ai compris parce qu'il est au courant que nous travaillons sur cette affaire d'harcèlement. Et puis je demande à la délégation s'ils ont un plan B, si jamais cette affaire sort avant le mois de mai, qu'est-ce qui se passe à France Télévisions ? Est-ce qu'il y a un plan B ? Est-ce qu'il y a une candidature de secours ? Est-ce que Slimane peut renoncer à présenter la France ? C'est des questions assez légitimes. Je m'aperçois que la délégation est au courant de cette histoire d'harcèlement. Pour eux, c'est une rumeur. Ils n'ont comme nous pas de preuves très factuelles. C'est un non-sujet, sujet que je considère qu'ils traitent avec légèreté parce qu'ils reprennent un peu les éléments de langage de l'entourage de Slimane. C'est-à-dire qu'ils nous laissent entendre qu'il y aurait eu un arrangement financier avec la victime potentielle et qu'en gros, il lui aurait fait un chèque contre son silence, chose qui va s'avérer fausse. Le samedi 11 mai, c'est le grand jour. Slimane chante en 25e position, peu après 23h, et sa prestation est réussie. Ah oui, Slimane, il impressionne beaucoup à l'Eurovision. Il y a ce moment très fort dans la chanson « Dans mon amour » où en fait il se recule de son micro de 3 pas. Et donc il va chanter très fort avec une voix extrêmement puissante, sans bande instrumentale derrière, donc a cappella. Et franchement, pour l'avoir vu pendant les répétitions dans la salle, tout le monde a la chair de poule. C'est vraiment un moment très fort qui a marqué les téléspectateurs, qui a marqué tous les téléspectateurs de l'Europe entière. Et la preuve en est, il finit 4e, ce qui est quand même une très belle place pour l'Eurovision. Éric Bureau, vous, à ce moment-là, vous venez d'apprendre quelle est l'entreprise qui emploie le technicien qui raconte avoir subi du harcèlement sexuel de la part de Slimane. Et le jeudi 16 mai, dans une soirée, vous reconnaissez le patron de cette entreprise. Oui, en fait, il faut expliquer qu'à l'époque, beaucoup de journalistes musique sont au courant, mais ce n'est qu'une rumeur et personne ne connaît exactement les faits et l'ampleur des faits. Et donc, je finis par retrouver l'entreprise qui est concernée, la personne qui me semble concernée, et à cette soirée, je la croise. Donc, je vais le voir, et ce n'est pas la personne qui dit avoir été harcelée, c'est son patron. Bon, il me parle, et il m'explique ce qui s'est passé. Et il m'explique qu'il est très gêné parce que son employé ne veut pas encore déposer plainte parce qu'il a peur à la fois d'être blacklisté, parce que Slimane est un chanteur très populaire et il a peur de ne plus pouvoir travailler. Et il a peur aussi des pressions, parce qu'il faut comprendre qu'à ce moment-là, l'Eurovision, c'est Slimane qui représente la France. Donc ça aurait eu en tout cas un impact énorme sur à la fois sa carrière et sur l'Eurovision, sur France Télévisions, TF1, etc. Donc voilà, je le rencontre, il me dit qu'il est très gêné parce que ne pas dénoncer les faits pour un patron, c'est aussi d'une certaine manière les couvrir, mais il ne peut pas faire ça sans l'aval de son employé. Finalement, plusieurs mois plus tard, le lundi 28 octobre, le technicien, qui dit avoir été victime de Slimane, porte plainte. Oui, donc j'apprends par son avocate qu'il a déposé plainte au parquet de Saint-Étienne. Pourquoi Saint-Étienne ? Parce que les faits se seraient déroulés au Zénith de Saint-Étienne. Elle dépose en son nom une plainte pour harcèlement sexuel. Sur les faits à la fois qui se sont déroulés dans le Zénith, mais aussi sur les messages et les vidéos qui lui ont été envoyés dans la nuit. Et vous interrogez l'avocate du plaignant qui va s'exprimer dans Le Parisien. Qu'est-ce qu'elle vous dit ? Oui, parce que ce qui étonne tout le monde, c'est pourquoi a-t-il attendu aussi longtemps pour déposer plainte ? Et en fait, elle m'explique que les Energy Music Awards arrivent cette semaine-là, le vendredi, et là on est le lundi, et que son client en fait vit très mal cette situation où il sent que Slimane va être le héros de cette soirée-là, que depuis 9 mois, Slimane a été dans beaucoup d'événements où il a été célébré, et lui il souffre en silence. Et ça, il ne le supporte plus. Donc, il décide enfin de déposer plainte et de prendre ce risque de subir quand même des colibés du public, des fans de Slimane qui sont quand même extrêmement nombreux et extrêmement virulents. D'un mot, ce technicien, il a recroisé Slimane quelques semaines après les faits. Oui, parce qu'il continue évidemment à travailler, ce technicien. Et sur Les Enfoirés, un mois après les faits, à Bordeaux, au mois de janvier, il s'est retrouvé dans cette situation. Donc le patron
de sa boîte a organisé avec la production de l'émission et du concert un système pour qu'ils ne se croisent jamais pendant les 4-5 jours de concert et d'enregistrement des Enfoirés. Emmanuel Marolle, vous êtes chef du service culture du Parisien. Est-ce que vous hésitez à sortir l'information à ce moment-là ? À ce moment-là, non. Pas du tout. Contrairement à ce qui s'était passé au printemps dernier, où là, on n'avait pas d'éléments, on n'avait pas le témoin direct, on n'avait pas de plainte. Là, il y a une plainte. Il y a une plainte qu'on peut consulter, qu'on peut lire. Éric Bureau la lit, moi je la lis. Et il y a effectivement la confirmation de tout ce qu'on entendait depuis des mois. La façon dont les faits se sont déroulés, dans quelles circonstances. Il y a même l'allusion au soi-disant arrangement financier qui aurait été passé entre Slimane, son entourage et le technicien. Et dans la plainte, le technicien raconte qu'il entend parler de cet arrangement financier qui n'a jamais existé, et c'est notamment un des éléments qui l'a conduit à véritablement porter plainte et donc de saisir la justice sur ce qui s'est passé dans les coulisses de ce concert à Saint-Étienne. Donc là, on a tous les éléments, on les a noir sur blanc, on peut raconter tout ce qu'il y a dans la plainte, qu'il y a effectivement des échanges de messages, qu'il y a des photos à caractère sexuel, qu'il y a des vidéos, et donc à partir de là, on peut véritablement sortir l'affaire qui arrive sur le terrain judiciaire. Et oui, d'un mot, le plaignant, il n'a pas aimé qu'on dise que son silence a été acheté, c'est ça ? Oui, c'est ça. Le plaignant voulait pas qu'à un moment, la rumeur qui existait déjà depuis un bon moment sur cette histoire dise que son silence avait été acheté et que c'est pour ça qu'il ne portait pas plainte et qu'il ne porterait jamais plainte. Le mardi 29 octobre, Le Parisien publie l'information et cette révélation entraîne beaucoup de réactions. Ben oui, parce que Slimane est un artiste très populaire. Sur les réseaux sociaux, c'est un peu un séisme pour plein de gens. Nous, on a beaucoup de messages, beaucoup de mails nous disant enfin, ça y est, ça sort, c'est bien, c'est important que ça sorte, il n'y avait pas de raison que ça ne sorte pas, etc. Quant à son entourage, pour le coup, il y a très très peu de commentaires. En fait, moi j'appelle l'un de ses managers au moment où on a les éléments de la plainte, en expliquant que là on va sortir un papier. Et là il me dit juste mais il n'y a pas d'affaire, c'est une histoire de fou. Et il me dit, je te rappelle, il m'a jamais rappelé. Donc j'attends toujours, et on attend toujours une réaction officielle et une vraie prise de parole de l'entourage de Slimane sur cette histoire. À ce moment-là, une échéance approche pour Slimane, c'est les Energy Music Awards. Il est nommé dans 2 catégories. Emmanuel Marolle, il peut y avoir un doute sur sa participation à l'événement ? On sort cette affaire le mardi après-midi sur le site du Parisien et les Energy Music Awards ont lieu à Cannes le vendredi soir. Donc il y a très très peu de temps pour se décider est-ce que Slimane doit aller ou pas aux Energy Music Awards, sachant qu'il est attendu puisqu'il est nommé dans 2 catégories et pas des moindres, celle de l'artiste francophone de l'année et celle de la chanson de l'année. Donc il y a un vrai dilemme, il y a des vraies interrogations du côté de la production, à la fois du côté de Energy et de TF1. Voilà. Après il y a évidemment la présomption d'innocence, il y a le fait que pour l'instant on en est juste entre guillemets à une plainte, à quelqu'un qui témoigne contre Slimane, mais il n'y a pas encore d'enquête d'ouverte. Donc finalement Slimane décide d'y aller parce que peut-être que pour lui stratégiquement c'est la meilleure attitude à avoir, c'est-à-dire de faire comme si de rien n'était et de se dire moi mon programme c'était d'aller aux Energy Music Awards, d'y chanter, d'éventuellement récupérer un prix, et donc je vais y aller. Le vendredi 1er novembre, la cérémonie se déroule à Cannes au Palais des Festivals et en fin de soirée, Slimane est sacré artiste masculin francophone. Est attribué à Slimane. Benoît d'Aragon, est-ce que vous pouvez nous le décrire quand il vient chercher sa récompense ? Il est en larmes, Slimane. Alors on disait tout à l'heure, il a la larme facile, mais là on sent qu'il y a une vraie émotion. C'est pas son premier Energy Music Awards, donc c'est probablement pas le prix en lui-même qui l'émeut, c'est la situation. Et d'ailleurs, il va le reconnaître, il va dire il a un goût particulier celui-là. Ce prix, il va le dédier à sa fille, Esmeralda, et il va dire sur scène ma fille, quand tu vas grandir, j'espère vraiment que tu seras fière de ton papa, je t'aime. Comment cette victoire et ce discours ont été vécus en coulisses ? C'est une toute autre ambiance. On a un reporter qui s'appelle Kevin Boucher qui est en coulisses des Energy Music Awards et lui assiste à cette séquence avec les gens qui sont invités, les managers, les maisons de disques, et un grand silence a accompagné ce prix, pas d'applaudissements, et tout le monde semblait un peu gêné
par ce prix. Evita, qui est la grande amie de Slimane, elle a publié une vidéo sur les réseaux sociaux où elle est en joie et ça semble bien être la seule personne en coulisses qui est très contente pour Slimane. Emmanuel Marolle, le jeudi 7 novembre, le parquet de Saint-Étienne, la ville où se sont déroulés les faits présumés, annonce l'ouverture d'une enquête préliminaire dans cette affaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est la première étape judiciaire. À partir du moment où il y a une plainte de déposer, le procureur de la République de Saint-Étienne a pris connaissance des éléments de la plainte, à la fois du témoignage du technicien et puis aussi des documents, c'est-à-dire des échanges de WhatsApp, des images, des vidéos. Et là, il considère qu'il y a besoin d'entendre les différents protagonistes de cette histoire. Et après, on verra ce qui se passe. Ça ne veut pas dire une enquête préliminaire, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une information judiciaire, qu'il va y avoir une condamnation, qu'il va y avoir un procès. C'est une première étape pour essayer d'éclaircir le plus possible les faits qui sont dans la plainte et puis voir si ça nécessite des investigations supplémentaires. Benoît d'Aragon, le lendemain, le vendredi 8, Slimane est en concert à Tours dans le cadre de sa tournée. Le Parisien est présent là aussi et manifestement, ses fans restent derrière lui. Oui, ils sont nombreux à avoir lu et entendu parler de ces accusations, mais ça n'enlève rien à l'amour qu'ils ont pour Slimane. D'ailleurs, pendant le concert, à de nombreuses reprises, entre les chansons, il y a des spectateurs à droite à gauche qui crient très fort « Je t'aime Slimane ». Éric Bureau, le technicien qui a porté plainte, on sait comment il va aujourd'hui ? En fait, il ne veut pas parler, il ne veut pas apparaître du tout, il continue à travailler, mais je pense que pour lui, c'est très difficile. Parce que il y a toujours cette suspicion de harcèlement sexuel, mais oui, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Est-ce que c'est grave ? Est-ce que Slimane peut être l'auteur de quelque chose comme ça, alors que c'est un chanteur à l'image vraiment très pacifique et très sensible ? Il a peur d'être jugé comme l'agresseur médiatique de Slimane, alors que dans la profession, beaucoup lui ont fait part de leur soutien. Merci à Éric Bureau, Emmanuel Marolle et Benoît d'Aragon. Cet épisode de Code Source a été produit par Clémentine Spiller, Clara Grouzis et Thibault Lambert. Réalisation, Marek Panchaud. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. On vous invite également à écouter Crime Story, le second podcast du Parisien. Une affaire criminelle racontée chaque samedi par Claudia Prolongeau et Damien Delseny, le chef du service police-justice du Parisien.